et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui aux bornes de recharge, mais pas n'importe lesquelles, bornes de recharge intelligentes. On va tout vous expliquer, comprendre en quoi elles deviennent de plus en plus intelligentes, ces bornes de recharge. Et pour en parler, 4 invités en studio. Je vous présente Ehsan Emami. Bonjour, président de Covoltis, merci d'être là. À vos côtés, Michel Forissier, en charge de l'ingénierie chez Valeo. Merci d'être sur ce plateau. En face, Clément Leroy du cabinet Wavestone. On va voir avec vous quelques éléments pour poser le décor en début d'émission. Et puis à vos côtés, Corinne Frasson, merci à vous d'être là, la DG France d'EVBox. Alors peut-être commencer avec vous sur EVBox en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas. Borne de recharge, on est dans le sujet. Voilà, complètement dans le sujet. Donc EVBox, on est une société qui fournit des solutions de recharge. Donc qui dit solution dit borne et dit logiciel de gestion de la recharge. On a déployé plus de 250 000 points de charge à travers le monde, 70 pays jusqu'à présent. On a une belle couverture. On est une société technologique avec 40% de nos effectifs qui travaillent en R&D sur 750 employés. Et on est aussi un acteur industriel avec notamment en France la production de l'ensemble de notre portefeuille de bornes de recharge rapides et ultra rapides. On va parler de technologie, effectivement. Covoltis, d'un mot également. Comment on présente Covoltis pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Un acteur intégré du service de recharge, de la conception des bornes jusqu'à la commercialisation de services de recharge. Sachant qu'on a été lauréat du Grand Prix de l'Automobile Club de France il y a quelques mois, exactement en mi-avril, parce que justement nous apportons des innovations dans ce monde de bornes de recharge intelligentes. Eh ben, on va y revenir évidemment en détail. À vos côtés, Michel Forissier. Alors je peux dire en plaisantant, mais qu'est-ce que fait Valeo dans une émission sur les bornes de recharge? Dites-nous tout. Bonne question. Écoutez, Valeo, c'est un groupe industriel qui fait des équipements pour l'automobile. C'est ça. Spécialisé dans différents domaines, et en particulier dans le domaine de l'électrification des véhicules, puisqu'on fait les moteurs et toute l'électronique embarquée dans les voitures. Et on est un des fers de lance de l'électrification, du mouvement d'électrification des voitures. Dans la voiture. Dans la voiture. Et donc, par extension, on pense qu'on a des technologies, du savoir-faire et du logiciel à apporter aussi dans la charge. Et puis surtout, on est des acteurs qui voulons permettre la mobilité électrique de se déployer. Et pour ça, il y a besoin d'avoir une offre qui s'étoffe, et en complément de nos amis ici présents. Eh ben, on va y revenir évidemment. Peut-être pour poser le décor avec vous, Clément Leroy, spécialiste de l'énergie au cabinet Wavestone. Voilà, quand on parle de bornes de recharge, alors pourquoi certaines sont intelligentes plus que d'autres, ou en tout cas non plutôt, qu'est-ce que ça veut dire en ce moment une borne de recharge intelligente? Quels sont les enjeux du moment? Alors effectivement, les bornes n'ont pas toujours été intelligentes. Et dans un passé encore assez récent, on avait des bornes, alors, je ne dirais pas qu'elles étaient stupides, mais en tout cas, le premier élément, c'est qu'elles n'étaient pas connectées, en tout cas pas toutes connectées. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Voilà, et c'est un point extrêmement important parce qu'une borne qui n'est pas connectée, c'est une borne qui n'est pas supervisée, donc on ne connaît pas son état de santé à l'instant T, ce qui peut entraîner l'ensemble des buzz négatifs qui ont entouré le service de recharge, des conducteurs qui arrivent avec des bornes qui sont inopérantes, déjà occupées, etc. Donc voilà, le premier étage, j'allais dire, de la fusée, c'est vraiment le fait qu'elle soit connectée, qu'à distance, on puisse suivre l'état de santé de cette borne, et puis dessus construire des services, des nouveaux services à valeur ajoutée qui vont permettre tant à l'exploitant qu'à l'écosystème autour de la borne, finalement, de pouvoir utiliser ces services. Alors, bon, je pense que là, 2021, il y a vraiment un tournant. Les cahiers des charges qu'on voit passer, qu'on construit nous avec nos différents clients, systématiquement aujourd'hui entraînent des services de connectivité. Maintenant, la question, c'est d'aller de plus en plus vers le temps réel. On n'a pas toujours encore le temps réel. Alors parfois, effectivement, les bornes sont installées dans des contextes qui ne permettent pas de la connectivité en permanence. Évidemment, les bornes sont partout. Alors elles sont certes en ville, mais aussi dans des espaces périurbains, voire ruraux. Et puis, ce qui est très intéressant, on ouvre là vraiment une perspective autour de nouveaux services autour de la borne. Alors, c'est vrai que qui dit borne intelligente, on pense tout de suite au V2G, donc le fameux système où la borne communique avec la voiture, avec le réseau électrique, etc. Mais j'ai coutume de dire, finalement, on a 50 nuances de connectivité et d'intelligence. Depuis le premier niveau qui permet déjà de gérer des tarifs intelligents. Donc, typiquement, je suis la nuit, j'ai envie de bénéficier des heures creuses. Je peux, du coup, avec ma borne, déclencher la recharge au bon moment pour, un peu comme mon ballon d'eau chaude, finalement, bénéficier de ces services. Aujourd'hui, les grands énergéticiens
citoyens français en particulier ont tous commencé à déployer des offres. Je pense en particulier à l'offre Vert Electric Auto d'EDF ou Elecard d'Engie, mais voilà, quasiment l'ensemble des acteurs ont mis en place ces offres. Et puis on va de plus en plus vers des services à valeur ajoutée, pouvant aller justement à ces fameux services bilatéraux, bidirectionnels, où la borne devient finalement un hub qui permet d'envoyer des flux d'énergie d'un côté ou de l'autre. C'est là où elle devient donc de plus en plus intelligente. Parlons donc un petit peu techno-innovation, on l'a dit, avec vous d'abord Corinne Frasson pour EVBox. Donc voilà, quels sont il y a une box qui a été présentée il n'y a pas très longtemps, Made in Bordeaux si je ne dis pas de bêtises. Ça fait partie de ces innovations que vous mettez en place ? Exactement. Les bornes, il y a beaucoup d'intelligence que la borne fournit et il y a aussi beaucoup d'intelligence qui rentre dans la conception de la borne. Donc justement, la dernière née du portefeuille d'EVBox, c'est la tronique modulaire. Et il y a énormément d'intelligence qui est mise dans cette conception. Pourquoi ? Pour répondre aux attentes du client. Donc le client ou l'utilisateur de la borne, ce qu'il ou elle souhaite, c'est une borne qui donne la puissance attendue, une borne qui est disponible et une borne qui est facile d'utilisation. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on le transmet dans la conception de la borne sur la puissance. Donc on peut en parler dans un deuxième temps sur la recharge intelligente, c'est tout un pan d'innovation. Sur la disponibilité de la borne, EVBox a plus de 10 ans d'expérience dans la recharge rapide et ultra rapide. On a des bornes sur le terrain qui ont vécu, qui ont eu une vie dure. Donc on a toute une capitalisation de cette expérience. Ce retour d'expérience qui permet de préparer la borne d'après. Exactement. Exactement, des bornes toujours plus disponibles, toujours plus robustes. Donc pour vous donner quelques illustrations de cette intelligence au niveau de la conception, la EV-tronique modulaire, voilà, elle est composée par des modules de puissance indépendants les uns des autres, de façon à ce que si un module est défaillant, la borne continue de fonctionner avec les autres modules. Donc pour l'utilisateur, la borne continue de fonctionner et ça, c'est le principal. C'est pas stop ou encore, tout ou rien, c'est qu'il y a quand même un fonctionnement qui peut continuer. Exactement. Et ça, c'était pas forcément possible avant. En tout cas, pas pas avec les bornes déployées auparavant. Après, s'il y a une maintenance qui est nécessaire pour la borne, qu'elle soit préventive ou curative, l'idée est d'avoir la maintenance qui est facilitée et rapide. Donc là, par exemple, cette borne, on ouvre la borne facilement et tous les composants sont en accès direct pour permettre une maintenance très rapide. Il ne faut pas attendre 3 semaines pour qu'elle puisse refonctionner. Exactement, c'est l'idée. Ce qu'on disait sur les mauvaises expériences du début, là, justement, on a appris et faire en sorte que ça n'arrive plus, a priori. Exactement. Et on va même plus loin, c'est-à-dire que la conception de la borne est extrêmement robuste. Encore une fois, on sait la vie difficile des bornes sur le terrain. Et la conception utilise un design qui élimine tous les points de faiblesse que nous avons observés sur la borne. Après, on sait quel composant tient la route sur le terrain, lesquels ne tiennent pas la route. Donc là, sélection drastique des composants. Et puis on a poussé encore plus loin. On a investi dans une chambre climatique et une chambre pour faire des tests électromagnétiques, toujours à Bordeaux. Et on pousse les bornes au maximum de leur capacité. On comprend bien que c'est la conception qui est devenue aussi de plus en plus intelligente, en tout cas de plus en plus enrichie par toutes ces expériences. Du côté de Covoltis, en termes d'innovation, de technologie, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ou qu'est-ce que, en ce moment, la borne Covoltis représente en termes d'innovation ? En fait, on a voulu vraiment, dès le départ, répondre au mieux aux besoins du client tout en équilibrant la charge au niveau du réseau. Par exemple, ça faisait partie de la démarche exactement, depuis le départ. Au niveau de la maison individuelle, on a créé un module qui calcule en temps réel et en permanence la puissance consommée, qui par ailleurs connaît la souscription de la puissance de la maison et qui communique à la borne via le câble électrique sans qu'il y ait besoin de tirer un fil additionnel, la puissance restant disponible. De sorte que dès que vous changez un usage chez vous, la borne adapte la puissance donnée au véhicule. On a étendu cette démarche au niveau d'un parking collectif, puisque dans un parking collectif, vous avez des véhicules qui ont des demandes différentes. Quelqu'un qui veut partir tôt et qui demande beaucoup d'énergie, celui qui part plus tard et qui demande finalement peu de kilowattheures. Et on a créé un algorithme utilisant des techniques d'intelligence artificielle qui intègre aussi bien les demandes des clients que le tarif d'achat d'électricité. Et on fait un calcul savant et un programme de charge qu'on envoie à chaque borne, de sorte que chaque borne satisfasse le client avec les besoins exprimés. Et tout ça est dynamique, c'est-à-dire un véhicule qui arrive ou un véhicule qui part, on refait les calculs, on envoie un nouveau programme de charge, de sorte qu'on puisse quelque part optimiser l'usage de la puissance en amont.
Puis, le dernier élément, c'est que nos bornes, dès le numéro 1, ont été prévues pour être compatibles d'un point de vue matériel avec le V2G, le fameux V2G qui était évoqué, pour que demain, cet équilibrage se fasse aussi en pouvant rendre quelques kilowattheures de courant au réseau. L'objectif quand il y aura un parc encore plus élargi de voitures électriques. Sachant que c'est une innovation qui devrait arriver sur le marché du point de vue des constructeurs vers la fin 2023, début 2024, donc on s'y prépare. On a une expérimentation sur le sujet à l'Île-Dieu en collaboration avec Renault et Enedis. Et donc on espère qu'on sera prêt pour tout accompagner cette tendance de la meilleure manière possible. Michel Forissier, justement, quand on arrive sur un marché comme celui-là qui est en plein développement, comment un équipementier comme Valeo, en pointe sur plein d'autres aspects, arrive à faire la différence? Ou est-ce qu'on se dit on se met au niveau, on propose tout de suite quelque chose de différent? Alors, on propose surtout quelque chose déjà qui va être tourné vers le futur, et donc on va tout de suite aller vers de la borne intelligente, connectée, avec équilibrage de charge, V2G, du coup, etc. les bornes pas intelligentes, vous avez pas fait. Ça ne nous intéresse pas. Bon. Vous avez pu voir les autres se planter. On va tout de suite aller vers ce que le marché va demander, de toute façon, dans un futur très proche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est des industriels, et on est des industriels de très grande série. Et on croit à la voiture électrique. Dans nos prospectives, on voit entre 25 et 40% de voitures électriques en 2030 en Europe. Et donc, ça va en faire beaucoup. Il va falloir les charger. Et aujourd'hui, il va falloir régler les points de difficulté qui sont liés effectivement à la charge de ces voitures qui ont manque de bornes de charge. Et je pense qu'on ne sera pas de trop pour fournir tout ça. Et un autre point qui est très important, c'est effectivement le V2G. Ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Parce que le problème du déploiement des voitures électriques, c'est que tout le monde va vous dire « oui, mais vous allez chercher où l'électricité ?» Et s'il faut créer des centrales nucléaires partout, quelque part, il va y avoir des levrets de boucliers. C'est ça. On a travaillé notamment avec l'EDF, avec RTE, etc. Et on s'aperçoit que quand vous mettez des voitures électriques dans le réseau, en fait, chacune a une batterie, et cette batterie est une réserve d'énergie. Ouais. Et si vous imaginez 30 millions de voitures, le parc français équipé qui soit branché en même temps, si vous avez, on va dire, la batterie à moitié de charge, ça fait à peu près 30 kWh dans la batterie, ça vous fait 900 MWh disponibles, c'est-à-dire 2 centrales nucléaires. Et donc, quelque part, le fait... bien comprendre que ça ne marchera pas que dans un sens. Voilà. Donc, si on veut vraiment permettre le déploiement de la voiture électrique, on a intérêt, tout le monde, la société, tout le monde, à faire du V2G, donc du véhicule to grid, pour faire ce qu'on appelle le smart grid, de façon à ne pas avoir besoin de recréer des sources d'électricité supplémentaires et utiliser ce qui existe. Pour que vous sachiez, dans l'équilibrage de charge, c'est qu'il y a aujourd'hui un pain point, un point de difficulté, c'est que tout le monde se charge en même temps ou utilise le courant en même temps à 8 h le matin, à 18 h le soir, et du coup, les systèmes électriques nationaux ou internationaux sont faits pour ces pics de charge. Oui. Et pendant le reste du temps, c'est en sous-charge. C'est ça. Donc quelque part, la voiture, avec les batteries, va permettre de rééquilibrer tout ça. Et sauf que le chargeur, il est au milieu. Il est au milieu de tout ça. Et ça va être le point d'articulation entre le réseau et la voiture. Clément Leroy, c'est ce qui est en train de se jouer là en ce moment. C'est effectivement à l'horizon 2025, 2030 plutôt, qu'il y aura vraiment ce réseau cohérent. Du coup, on comprend encore mieux l'aspect intelligent avec ce côté véhicule to grid ou le partage d'énergie. Alors, c'est en train de se faire maintenant. Tout dépend un petit peu des contextes. C'est-à-dire qu'en France, l'ensemble des études, on a participé à un certain nombre d'études avec l'AVER France, qui est l'association de promotion de la mobilité électrique, avec RTE, avec Enedis. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que, y compris dans un scénario très ambitieux de développement de la mobilité électrique en France, à la maille française, il n'y a pas de risque de blackout. Aujourd'hui, on a de la réserve, on a de la flexibilité déjà à l'œuvre. Voilà. En revanche, ce qu'il faut voir dans ces études, c'est que localement, évidemment, il faut gérer de la flexibilité, de l'intelligence, parce que sinon, ça va nécessiter des renforcements de réseaux locaux qui mettent des nouveaux câbles, mettent des nouveaux transformateurs, des nouvelles infrastructures. Tout de suite, ça coûte extrêmement cher. Et donc, c'est effectivement ce qu'il faut éviter. Ailleurs, la France est plutôt bien servie. On a un réseau électrique résilient, bien maillé, mais dès qu'on va hors de nos frontières, et pas très très loin, il suffit d'aller y compris aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc. Là, on a des réseaux qui sont beaucoup plus déjà sous tension, si je peux me permettre l'expression, et donc là, pour le coup, il y a un marché évident, immédiat, pour accompagner la montée en puissance forte de la mobilité électrique. Donc, dans ces pays-là, c'est une évidence, c'est déjà à l'œuvre. On sent qu'en France, c'est le moment, parce qu'effectivement, le déploiement à grande échelle est à l'œuvre, et donc le marché se développe effectivement à vitesse grand V.
Et alors, donc, ces bornes plus intelligentes, plus performantes, plus efficaces sur la gestion de l'énergie, plus rapides, j'imagine forcément, Corinne Frasson. Et puis après, dans la logique de EVBox, on va savoir aussi forcément proposer de la borne ultra rapide sur alors, les autoroutes, les lieux de passage, les supermarchés, etc. Et au contraire, se dire que chez soi, on n'est pas obligé d'avoir évidemment cette borne ultra rapide. Donc, on adapte aussi un peu l'offre. Il y a la borne maison et la borne publique, si on veut simplifier un petit peu. Oui, tout à fait. Dans le portefeuille de bornes de recharge qu'on a, on a la borne qu'on met à la maison, sur entreprise, et puis la borne ultra rapide qu'on va mettre plutôt sur autoroute. Chaque borne a un segment d'activité, un usage particulier avec l'intelligence de conception qui va de pair. Sur la recharge intelligente, justement, pour pallier l'augmentation de puissance des sites, on a beaucoup développé, justement, ce qu'on appelle la recharge ou la gestion intelligente de l'énergie, que la borne permet de faire. Parce que ça peut fonctionner aussi bien sur une borne publique que privée. Tout à fait. Après, voilà, c'est encore une autre... Tout à fait, c'est encore une autre nuance. Mais en gros, ça consiste en quoi? Ça consiste en le constat que le nombre de véhicules qui vont être connectés à une station de recharge, c'est-à-dire un ensemble de bornes sur un même site, la puissance demandée par ces véhicules va être en général supérieure à la puissance que ce site a de disponible. Donc l'enjeu de la borne, c'est un peu de donner la puissance d'une façon intelligente à l'ensemble de ces véhicules. Donc pour vous donner quelques exemples, notre dernière née, justement, la modulaire, elle permet de recharger simultanément 2 véhicules et la borne s'adapte à la courbe de charge des véhicules. Donc on va optimiser ce que la voiture peut prendre en temps réel avec ce que la borne va donner. Donc ça, c'est une optimisation aux bornes d'une borne, en recharge simultanée de 2 véhicules ou plus. Après, il y a la gestion intelligente de l'énergie aux bornes de la station. Donc les bornes vont communiquer entre elles et vont dire, bon, je charge cette voiture, j'arrête celle-ci, etc. Je répartis c'est pas premier arrivé, premier servi. Justement. Alors, justement, on a des règles de priorisation qui peuvent être paramétrées selon les besoins. Par exemple, les besoins d'une flotte d'entreprise, d'une flotte de véhicules. On peut anticiper un petit peu, effectivement. Voilà, ça ne va pas être les mêmes. On peut paramétrer tout ça. Donc l'idée, c'est de, en gros, faire avec ce qu'on a, puissance disponible sur site, de la meilleure façon possible pour justement accélérer le déploiement et le maillage du territoire national en borne de recharge, le temps que les augmentations de puissance arrivent. Oui, c'est ça. Et Saint-Némie, c'est ça aussi qu'il faut anticiper. Cette arrivée, forcément, qui sera de plus en plus massive, et donc d'arriver à répondre à tous les usages et pas le côté premier arrivé, premier servi, j'arrive, il n'y a plus d'énergie disponible. C'est évidemment pas l'idée, mais en tout cas, c'est ça qui va participer de l'évolution technologique des bornes. En fait, quand vous regardez les études dont on parle, on voit que si l'ensemble des véhicules deviennent électriques, il n'y aura que 15% de plus de consommation d'électricité. Mais ces 15% ne seront jamais répartis de manière linéaire sur la journée. Vous aurez des phases de charge et des phases d'utilisation. Et souvent, la phase qui pose problème, c'est quand vous rentrez chez vous, ce qu'on appelle l'heure de pointe de soir. Le soleil s'est couché, plus d'énergie solaire, le vent est aléatoire. Et finalement, les quelques kilowattheures qu'il vous faut pour alimenter la maison ne représentent que peut-être 10% de ce qu'il y a dans votre batterie de véhicule. C'est pour ça que le véhicule peut en soi servir de ce qu'on disait pour rendre l'énergie important. Et surtout, moi j'insiste sur un point, c'est que bien sûr il faut tenir compte du véhicule et des batteries dans l'état dans lequel ils sont, mais l'utilisateur c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que si vous chargez le véhicule et que vous ne tenez pas compte de ce que l'utilisateur a demandé, vous pouvez peut-être charger d'un point de vue technique équitablement, mais celui qui était pressé finalement, il va être traité de la même manière que celui qui voulait partir plus tard. Et donc c'est en ça qu'il faut savoir, et ça rejoint l'élément qui s'est dit, c'est que globalement vous arrivez à avoir une puissance beaucoup plus réduite au niveau de la station parce que vous tenez compte d'un besoin qui diffère d'un individu à l'autre. C'est vraiment ça l'enjeu, Michel Forissier, en disant que on voudra tous la charge ultra rapide, a priori, sauf à domicile évidemment, on sait qu'on a un peu plus de temps, mais donc du coup, comment arriver à gérer cette énergie, ça fait partie de la logique de... Absolument, je pense que c'est ce problème de répartition d'énergie et de la distribution d'énergie qui est à la clé. Mais par contre, ça ouvre la perspective à vraiment des gestions un peu originales, parce que par exemple, quand vous allez rentrer chez vous à 18h, comme le dit Hassan, et vous branchez, si tout le monde a déjà pompé l'énergie, il n'y en a pas, donc vous ne chargerez pas. Donc la borne va comprendre ça, va temporiser, fera la charge
aux heures vertes, aux heures creuses pour vous payer moins cher. Vous ne quittez pas votre domicile avant telle heure. Parce qu'elle sait que vous partez le lendemain matin à 7 heures, donc elle va faire la charge au moment où ça va être le plus opportun pour vous et aussi le moment où ça va être le moins cher pour vous. Oui. Et quand on fera de l'échange d'énergie avec le réseau, elle vous permettra même de recréditer votre compte, de l'argent que vous allez regagner en revendant de l'énergie. Et il y a même des gens aux États-Unis qui ont monté des business models autour de ça, sur la façon d'optimiser l'empreinte économique de la borne, ce qui est intéressant. Mais ça, je pense que c'est le futur, parce qu'une borne standard aujourd'hui n'a finalement pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, le problématique énergétique va être tel que si on ne fait pas ça, on va bloquer le déploiement des véhicules électriques. Le mot de la fin pour Clément Leroy, parce que ça passe très vite quand c'est de l'émission ultra rapide. Sur cet aspect justement, puis il y avait un aspect financier forcément qui rentre en compte. Plus c'est intelligent, plus ça coûte cher. Exactement, il ne faut pas négliger quand même le surcoût lié à ces installations. J'expliquais tout à l'heure qu'il y a différentes nuances et différents niveaux, donc on peut aller de 10-20% par rapport à une borne vraiment la plus basique à 50% si on est vraiment sur de l'algorithmie, si on est sur du edge computing ou en local, la borne va d'elle-même décider sous forme d'algorithmie un certain nombre de choses. Et donc il va falloir effectivement trouver de la rentabilité dans cette opération, donc des meilleurs tarifs, peut-être pour le réseau rémunérer finalement la flexibilité qui est apportée par ces bornes. Et il y a quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est la convergence entre les ENR et les bornes de recharge intelligentes. En fait, les bornes de recharge intelligentes, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une plateforme locale avec potentiellement des panneaux solaires, des batteries, et donc ça crée un nouvel écosystème local qui va permettre de s'affranchir finalement des contraintes du réseau et donc soulager le réseau. Et on a mené une étude qui montre qu'il va y avoir un développement très rapide avec tous les systèmes décentralisés qui vont se connecter en local et donc éviter comme ça de venir pomper largement de l'énergie et de la puissance sur le réseau. Eh bien, parfait. Ce sera à suivre, évidemment, comme d'habitude, sur Mobility TV. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci. Et à très bientôt. Merci.